Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va aborder un sujet qui est assez crucial et dont on entend beaucoup parler en ce moment. On va parler d'IA et de recrutement et spécifiquement, on a intitulé ce webinaire Recrutement, l'IA détruit-elle l'expérience candidat? Et pour m'accueillir ce matin, je reçois une nouvelle fois Emeric. Salut Emeric, Salut Christophe, bonjour à tous. je te laisse te présenter. Oui, enchanté tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émeric, je suis psychologue, j'ai aussi une formation en machine learning. Et donc aujourd'hui, je suis directeur système dans une entreprise qui s'appelle Assessforce, qui est spécialisée justement sur la gestion prédictive des talents et notamment l'utilisation de l'IA dans les processus RH. Génial. Eh bien, on va démarrer. Oui, carrément. Je vois qu'on a du monde déjà. On peut démarrer. T'as un petit écho, Emeric, qu'on n'avait pas tout à l'heure. Oui, je ne vais pas pouvoir faire autrement puisque je n'ai pas de casque. Je peux pas changer de pièce. Attends, si je me déconnecte pour voir. Vas-y. Ouais, je pense que c'est mieux. Ouais, nickel. Avant de commencer, Christophe, est-ce que tu veux lancer ton sondage peut-être? Ouais, on va faire un petit sondage pour démarrer. Je vais vous lancer ça tout de suite. Hop. Alors, question très simple. Seriez-vous prêt à laisser une IA participer à l'évaluation d'un candidat en entretien? Oui, sans problème. L'IA peut apporter une vraie valeur. Oui, mais uniquement en complément de l'évaluation humaine. Pas sûr parce que vous avez encore des réserves. Et non, pour vous, ça doit rester 100% humain. On vous laisse quelques secondes pour répondre. On est combien? On est 65 pour l'instant. C'est un beau démarrage en première minute. Alors, bon, en commentaire, on nous dit IA OK plus relation. Allez, encore quelques secondes. Vous êtes 45 à avoir voté. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors oui, sur le panel qui a répondu, on est à 4%. Oui, sans problème. Oui, mais en complément de l'évaluation humaine, on est quand même à 55%. Donc vous êtes plutôt quand même ouvert à cette techno. 7% de personnes qui ont des réserves et 10% qui pensent que l'entretien doit rester 100% humain. Allez, c'est parti, je te repasse la parole. Vas-y. Et si tu peux, couper ton micro pour éviter les coups du coup. Nickel. Mais intéressant ce sondage, puisque ça va aussi dans le sens de ce que nous raconte la science sur le sujet, puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'études qui montrent que ce qui fonctionne, c'est pas, on va dire, le recruteur tout seul ou l'IA toute seule, mais vraiment la combinaison des deux, et vraiment une répartition des tâches qui soit optimale, c'est-à-dire que l'IA prend les tâches où elle est la meilleure, l'humain prend les tâches où elle est la meilleure. C'est vraiment cette combinaison des deux qui permet d'avoir les meilleurs résultats. Donc pleinement aligné avec le sondage. Donc du coup aujourd'hui avec Christophe, ce qu'on voulait faire, c'est au-delà de l'IA, c'est aussi un focus sur ce qu'on appelle l'IA conversationnelle, qui émerge aujourd'hui comme une véritable, on va dire, révolution, et pas seulement dans le recrutement, c'est-à-dire qu'on le voit aussi par exemple dans la santé, où on a aujourd'hui des IA qui permettent d'assurer le suivi des patients, dans les banques aussi, dans les commerces, vous avez aussi dû le voir dans la prospection, avec par exemple toutes ces IA qui vous appellent pour savoir si vous souhaitez utiliser votre CPF. Et aussi de plus en plus dans le recrutement. Donc l'IA conversationnelle, c'est quoi? C'est tout simplement une technologie qui permet à une machine de mener un échange naturel avec une personne en posant des questions, en écoutant, en reformulant et surtout en les analysant. Et si on regarde les tendances, notamment une étude récente qui a été faite par un cabinet qui s'appelle Grandview Research, donc qui est vraiment spécialisé sur des études de marché, le constat il est assez clair, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, l'IA conversationnelle, c'est un marché de 11 milliards de dollars en 2024 qui est attendu, qui devrait atteindre plutôt à peu près 41 milliards d'ici 2030. Donc vraiment une croissance, on va dire, annuelle de 23%. Donc une grosse dynamique autour de l'IA conversationnelle, avec aussi déjà à peu près 30% des entreprises qui l'utilisent
pour mener des entretiens, notamment par exemple des entretiens de préqualification. Et donc, type d'IA spécifique qui vient aujourd'hui redéfinir la manière dont les talents sont évalués. Et pour moi, il y a quatre grandes choses qui expliquent ça. Première, et je ne vais pas vous l'apprendre, c'est, on va dire, la pression économique. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui font face à des volumes massifs de candidatures, avec aussi des besoins qui sont chacun de plus en plus urgents. Et j'en discutais ce matin avec un client qui est leader, on va dire, dans l'intérim, et qui m'expliquait qu'aujourd'hui, son équipe doit recruter 1000 profils d'ici la fin d'année pour un secteur dans l'automobile. Donc, une équipe recrutement qui va devoir faire des préqualifications en masse, et elle cherche justement un outil qui peut l'aider dans ce type de tâches, justement, pour aider ses recruteurs à gagner du temps et à se focaliser sur des choses qui soient plus pertinentes. Donc, vraiment déjà un contexte économique qui pousse à la recherche d'efficacité. Deuxième point, c'est aussi la pression, on va dire, technologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des progrès énormes au niveau de l'IA, au niveau de ce qu'on appelle le speech-to-text, des modèles de langage, du text-to-speech, qui rendent l'IA plus, on va dire, fluide, plus naturelle, plus scalable. Donc, une technologie qui est enfin mûre. Autre point qui amène aussi l'émergence de ce type d'IA, c'est les limites humaines, on va dire. C'est-à-dire que la psychologie a aussi depuis très longtemps démontré qu'on est tous victimes de biais systématiques et qu'une grande part de nos décisions, surtout dans les process de recrutement au RH, vont se jouer sur des impressions qui sont parfois subjectives. Et enfin, dernier point, je dirais, c'est aussi la polarisation de l'emploi, c'est-à-dire que les tâches aujourd'hui qui sont routinières, répétitives, sont de plus en plus automatisées par l'IA. En conséquence, les métiers deviennent plus complexes, plus hybrides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit aussi dans les stats, c'est qu'on a une croissance qui se fait surtout sur deux pôles, c'est-à-dire les métiers à haute qualification et aussi les métiers de services relationnels, donc dans la santé, l'éducation, le commerce, etc. Et donc, résultat, c'est que les compétences demandées sont on va dire, sont moins techniques au sens répétitif, mais beaucoup plus, on va dire, cognitives, sociales, adaptatives, complexes. Ce qui fait que les anciens outils, donc par exemple le CV, les tests standardisés de connaissances, les entretiens rapides ou autres, ne suffisent plus pour détecter cette complexité de compétences. Et de deux, ce que nous expliquent aussi les recruteurs à travers une étude qui a été faite par McKinsey, c'est que pour 48% d'entre eux, et vous confirmerez ou pas dans le chat, donc quasiment 1 sur 2, se sentent démunis et en difficulté pour évaluer correctement l'ensemble des compétences des candidats. Et au final, ça paraît assez logique quand on demande à des recruteurs d'évaluer des compétences qui vont être comportementales, techniques, linguistiques, lors de courts entretiens, qui plus est le faire de manière fiable et le faire aussi sur des volumes énormes de candidatures. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'IA conversationnelle devient non seulement pertinente, mais aussi nécessaire, tout simplement car, on va dire, contrairement à un test qui va être figé, ce format conversationnel ne se limite pas à vérifier ce que le candidat, on va dire, sait cocher, mais ça m'invite vraiment à s'exprimer, à se positionner, à argumenter. Et pour moi, c'est vraiment là que réside toute la valeur, c'est-à-dire vraiment simuler les conditions réelles d'un entretien, voire d'un poste, observer les compétences en action dans un cadre structuré et vraiment recueillir des éléments qui vont être concrets et directement comparables aux attentes du métier. Donc, c'est vraiment un format qui va permettre de mettre en lumière la façon dont un candidat va raisonner, va justifier ses choix, va aussi les expliquer, les argumenter. Et donc, ça nous permet d'aller chercher beaucoup plus d'informations, de capter des signaux plus fins qui seraient invisibles dans des tests plus standards. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous en commentaire si vous-même vous avez déjà testé des solutions, si vous êtes ouvert à le faire, si effectivement vous pensez que sur certains types d'entretiens, faire passer des entretiens à la chaîne, ça a peu de valeur ajoutée pour le recruteur, parce que c'est un peu ça l'idée, et si vous êtes prêt à quelque part l'automatiser, l'industrialiser. Comme le souligne Emeric, évidemment, il y a un ROI immédiat pour les entreprises qui ont de très gros volumes, mais ça va intéresser tout le monde. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Il y a Virginie qui nous dit si c'est parfaitement encadré, oui. Là-dessus, pour moi, sur ce point, et je reprends la discussion qu'on avait avec client ce matin,
Justement, pour moi aussi, l'utilisation de ce genre d'outils, notamment par exemple, je prends un exemple, pour automatiser la préqualification, ça permet justement, on va dire, aux recruteurs humains de garder cette part d'encadrement, puisque du coup, ce qui va se passer sur ce client, c'est que bien sûr, les recruteurs ne vont plus faire, on va dire, les préqualifications, mais en fait, vont justement définir ce qu'on va aller chercher, ce qu'on va chercher à évaluer, vont aussi définir l'ensemble du workflow de recrutement, etc. Donc, il y a aussi, on va dire, un repositionnement, on va dire, de leur métier qui leur permettent en fait de se mettre aussi en supervision, en encadrement et en contrôle du système complet. Alors, on a pas mal de commentaires. Je finis de regarder. Euh, tac. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qui revient en fait, c'est oui, pourquoi pas, mais pour une préqualification. Pas pour un entretien poussé, tu vois, uniquement pour évaluer les compétences en entrée de process de recrutement. Oui, là-dessus je suis d'accord. Et pareil, je reprends, et je pense qu'on avait déjà parlé, Christophe, mais un recruteur avec qui on a discuté qui nous disait que lui, au final, ce genre d'outil, ça n'allait pas forcément lui permettre de faire moins d'entretiens, mais d'avoir un format différent d'entretien. C'est-à-dire qu'alors qu'aujourd'hui, il faisait des entretiens vraiment pour évaluer, donc évaluer, on va dire, la motivation du candidat, ses compétences, etc. Il me disait qu'il allait plus faire des entretiens pour engager, c'est-à-dire utiliser l'IA pour évaluer et derrière voir le candidat vraiment pour lui présenter un projet, lui présenter une vision, une entreprise, une culture et vraiment passer, on va dire, un temps plus quali et in fine plus humain avec le candidat. Donc je trouvais ça intéressant parce qu'il me disait, vous présentez votre outil comme un moyen on va dire, de gagner énormément de temps sur l'entretien, mais il me disait qu'au final, moi, pour lui, en fait, ça allait juste replacer le contenu de ses propres entretiens, lui. Ouais. Après, il y a une remarque qui est pertinente, hein, Stéphanie, qui nous dit sur des recrutements simples et de masse, pourquoi pas, sur des recrutements plus pointus, plutôt réservés. Et c'est vrai que moi, alors on va sûrement en parler après, mais les études auxquelles j'ai eu accès étaient plutôt basées sur des retours d'expérience de recrutement simple, entre guillemets, sur des métiers, j'allais dire, simples. Enfin, pas sur des postes de cadre, voilà. Ouais. Et il y a Christophe qui nous dit la finesse sur les soft skills ou les compétences linguistiques reste à démontrer. L'IA est souvent plus positive que la réalité dans les comptes rendus. Alors, ça dépend ce qu'on appelle. Alors, sur la partie compétences comportementales, là c'est sûr qu'on va aussi avoir des outils qui sont pour moi aujourd'hui meilleurs. Notamment aujourd'hui, si on prend toutes les études en psychologie sur des tests, on va dire, qui vont vraiment mesurer, par exemple, les facteurs liés au Big Five, des choses comme ça. Par contre, sur les compétences linguistiques, et pour développer un test vocal qui est lié à ça, on se rend compte qu'on a de bien meilleurs résultats. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, avec un système, on peut évaluer par exemple différentes langues, notamment le français, l'anglais, l'italien et le néerlandais récemment. Et on est sur une convergence de 90% avec les résultats qui seraient donnés par un groupe de 5 experts humains. Donc au final, sur les compétences linguistiques, compétences linguistiques, il faut amener la personne à parler. Et ce genre de système, au contraire, amène des performances qui sont assez exceptionnelles, très sincèrement. Alors, j'ai une objection hein, qui revient souvent. Édouard qui dit l'IA manque de réalisme avec les candidats qui tentent de bluffer. Tu réponds quoi à ça? Pardon, il manque de réalisme avec les candidats qui tentent de bluffer. C'est-à-dire manque de réalisme dans ce cas-là. Est-ce qu'on peut tricher en fait? Ah, dans ce sens-là. Alors, aujourd'hui, si l'IA, encore une fois, est mal conçue, oui, ça va être assez simple de tricher. Après, on peut mettre en place plusieurs garde-fous, on va dire, pour prévenir et détecter la triche. Encore une fois, si je reprends notre exemple avec l'outil qu'on a développé,
on a mis en place trois niveaux de système qui permettent aujourd'hui de contrôler au maximum les comportements de triche. Bien sûr, on n'arrivera jamais à détecter 100%, et ce n'est pas le but, mais aujourd'hui, on va avoir des solutions, on va dire, front, donc vraiment liées à la conception de l'application. Donc ça peut être, par exemple, c'est des choses bêtes, mais par exemple, empêcher les copier-coller, détecter plutôt aussi les sorties d'onglets, des choses comme ça. Donc là, ça va plus être des actions pour limiter et prévenir la triche. Deuxièmement, on a aussi mis en place des actions et des outils pour la détection de l'identité, c'est-à-dire pour vraiment vérifier que c'est la bonne personne qui parle, que ce n'est pas une voix IA ou qui a été générée ou autre. Et troisième niveau, c'est plus au niveau de l'analyse de contenu, où aujourd'hui, on est en mesure de détecter, par exemple, des textes qui sont beaucoup trop fluides pour être, on va dire, réels, c'est-à-dire qu'on peut détecter si la personne lit un texte ou non. On peut aussi détecter certains patterns, on va dire, dans les textes qui font écho, on va dire, à des textes qui sont générés par IA. Donc, en fait, il y a plusieurs briques qui nous permettent de limiter la triche. Mais là où je rejoins le message, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui prévenir 100% des comportements de triche. Donc, le but, c'est vraiment de limiter tout ça. Il y a aussi des aspects, on va dire, et des actions qui agissent plus, on va dire, sur les aspects cognitifs de la personne et qui sont assez bien démontrés. C'est-à-dire tout simplement aussi, avant l'entretien, avant la simulation, dire à la personne que c'est important de faire le test, on va dire, dans de bonnes conditions, d'être honnête dans les réponses, etc. On se rend compte que naturellement, ça diminue les comportements de triche. Donc, il y a des choses aujourd'hui qui peuvent être mises en place, mais qui nous permettront, en tout cas pour le moment, pas de détecter 100% de ces comportements. Il y a Pascal qui nous dit OK pour les tests linguistiques, mais qu'est-ce qu'il en est des tests métiers, notamment de l'évaluation des hard skills? Pareil sur l'hard skills, je pourrais vous envoyer un test de démo, mais pareil, aujourd'hui, en fait, avec l'IA, on est en mesure de créer des systèmes qui permettent de scorer ça de manière efficace, et ce, à plusieurs niveaux. Que ce soit, par exemple, au niveau de la pertinence de la réponse, de la véracité des propos, aussi, par exemple, de la couverture métier, de la capacité à argumenter. Donc, pareil, aujourd'hui, on est en mesure de mettre en place des systèmes, en fait, qui vont permettre de valider cette partie hard skills dans une certaine mesure. Par exemple, si je vous prends des métiers de développement, par exemple, développement Python, forcément, l'évaluation sera in fine et bien sûr meilleure si vous demandez à la personne de coder, tout simplement. Mais c'est pour ça, encore une fois, que ce qui va être intéressant, c'est de positionner ce genre d'outils au moment opportun dans le process pour aussi potentiellement faire un filtre. Par exemple, si vous demandez à la personne si elle connaît Python et qu'elle vous répond non, forcément, ça va être compliqué. Mais forcément, sur certaines compétences métiers et techniques, il y a d'autres outils et d'autres méthodologies qui apporteront un meilleur résultat. Après, pour moi, c'est vraiment comment on articule tout ça dans un process qui soit global et cohérent. Si je ne rebranche pas le micro, ça ne va pas le faire. Il y avait une question de Laetitia qui disait les candidats postulent avec des CV créés avec des IA, les recruteurs les analysent avec l'IA, quid de l'humain dans tout ça? Bon, après, est-ce qu'avant l'IA, de toute façon, les recruteurs regardaient les CV sur des recrutants de masse? C'est un peu la question. Il y avait déjà des robots qui analysaient. C'est sûr. Est-ce que l'IA est capable d'analyser le non-verbal lors des entretiens? Question de Pascal. Je vais dire oui et non. Oui, puisqu'aujourd'hui, ce que montrent les études, encore une fois, c'est que ça nous permet des résultats qui sont assez bons, mais des résultats qui restent quand même assez facilement biaisables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, par exemple, je vous prends des études qui ont été faites sur des éditeurs qui proposaient notamment l'entretien vidéo. On se rend compte qu'il y a des éléments qui viennent perturber, on va dire, l'évaluation qui est faite par l'IA de la personne, alors qu'il ne devrait pas avoir d'impact. Par exemple, je te prends ton exemple, Christophe, juste le fait de porter des lunettes. Aujourd'hui, on a des systèmes qui vont être biaisés par ça et qui vont te donner des meilleurs scores, par exemple, sur des dimensions d'ouverture intellectuelle, etc. Pareil, il y a eu d'autres tests avec juste un fond blanc et une bibliothèque derrière.
les gens qui ont une bibliothèque, l'IA va comprendre qu'ils lisent, etc. Alors peut-être les bouquins sont juste là pour faire beau, et donc forcément, ça va venir biaiser les résultats. Donc aujourd'hui, encore une fois, tout est aussi une question de comment l'IA est conçue pour moi, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui permettent aujourd'hui de faire des choses qui sont propres et qui sont précises, sans avoir encore une fois sur cette partie-ci des résultats qui sont pour le moment extraordinaires. Mais on a encore beaucoup de systèmes qui sont mal conçus et qui vont être facilement biaisés par certaines caractéristiques de l'environnement qui ne devraient rien avoir à faire, on va dire, dans la décision. Non, mais je pense que peut-être que la personne faisait référence à un reportage qui est passé il n'y a pas très longtemps où on montrait une solution d'IA qui évaluait les candidats et qui mesurait limite leur battement cardiaque, leur réaction. Et là, on était à mon sens, un peu dans n'importe quoi. Ok. Mais je pense que c'est aussi le problème aujourd'hui des entreprises, des RH, des recruteurs en général. C'est vers qui se tourner et comment être certain qu'on n'est pas en train de nous vendre du rêve. Mais c'est pour ça, je sais qu'avec toi, à chaque fois que je fais un webinaire avec toi, Christophe, j'en parle, mais si je ne me trompe pas, c'est Ava RH. Mais pour moi, en fait, justement, les meilleurs systèmes d'IA qui sont destinés au process RH et de recrutement, aujourd'hui, vous regardez toutes les équipes de développement, vous allez retrouver des profils RH, des profils psychologues, vous aurez bien sûr des personnes qui savent faire du dev en machine learning ou autre, mais ça va être vraiment des équipes pluridisciplinaires. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on a beaucoup d'éditeurs où vous allez retrouver que des profils, on va dire tech, que des profils commerciaux qui se proposent, on va dire, d'automatiser des process qu'elles ne connaissent pas. Et encore une fois, les meilleurs outils sont ceux où vous allez retrouver des gens qui viennent du terrain, qui connaissent le métier, qui connaissent les pains et qui travaillent justement avec des gens qui ont l'expertise technique pour avancer sur un produit qui soit quali et pertinent. Ça marche. Allez, on continue. Nickel. Du coup, j'en étais où? Oui, chose intéressante aussi, c'est que tout ça, et on le disait un peu dans les questions, c'est que c'est plus une promesse théorique. C'est-à-dire que pareil, là, je pourrais vous le partager, mais il y a une étude assez récente qui a été publiée cet été, si je ne me trompe pas, qui a analysé plus de 300 000 entretiens vocaux automatisés et qui a comparé en fait plusieurs chaînes d'IA pour tout simplement étudier laquelle était la plus performante. Aujourd'hui, ils ont pu identifier que le meilleur montage serait associé par exemple à un outil qui s'appelle Google Speech to Text. Donc la brique qui va vraiment transformer la voix du candidat en reconnaissant correctement les mots et en faisant la transcription. Utilisation aussi de GPT 4.1, donc vraiment, on va dire, le cerveau de l'ensemble qui va lier, analyser le contenu, formuler aussi les questions suivantes, etc. Et un autre outil qui s'appelle Cartesia, qui là est vraiment dédié à la synthèse de la voix, on va dire, de l'intervieweur IA. Donc vraiment, on arrive aussi sur des modèles qui peuvent être assez simples, avec des briques qui sont relativement simples. Vous voyez, là, vous prenez un outil de speech to text, un outil de génération, donc un LLM, et un outil, on va dire, qui va synthétiser la voix. Et on arrive, encore une fois, très simplement à recréer à grande échelle les conditions d'un entretien réel et derrière mesurer aussi les compétences attendues. Et tout ça aussi, encore une fois, je vous place quelques outils pour ceux qui s'intéressent sans aller dans tous les détails techniques, mais toutes ces briques isolées aujourd'hui, on peut le dépasser déjà puisqu'on a des solutions qui vont être clés en main, typiquement LiveKit, qui est un modèle aussi open source, qui est en quelque sorte une plateforme d'orchestration. C'est-à-dire que ça va gérer la capture de la voix du candidat, l'envoi vers un moteur de reconnaissance vocale, la transmission du texte au modèle d'analyse, etc. Donc vraiment, ça nous permet de construire des systèmes qui vont donner tout simplement l'impression au candidat de parler, pas de parler machine, mais vraiment d'avoir une conversation naturelle et fluide avec quelqu'un tout simplement. Et là, l'intérêt va être double. D'abord, côté candidat, l'expérience va être plus immersive et beaucoup plus naturelle, avec une voix qui va être claire, qui va être constante, où il y aura très peu de latence également, qui va reformuler et enchaîner les idées comme on le ferait lors d'un entretien. Et in fine, cette IA conversationnelle, ça va permettre de dépasser l'assemblage de technologies, ce genre d'outils plutôt, et de positionner tout ça au sein d'un écosystème qui va être directement opérationnel et permettre de déployer ce système à grande échelle. Et du coup, en parlant de grande échelle, on a aussi cette étude qui a été publiée en 2025, donc très récemment, Christophe, si je ne me trompe pas, qui a été menée sur un volume assez important de candidats, donc 70 000 personnes,
et qui montre tout simplement que les entretiens vocaux menés par IA sont vraiment une réalité, on va dire, opérationnelle, avec des résultats qui sont assez marqués, c'est-à-dire 12% d'offres d'emploi supplémentaires pour les entretiens menés par IA, 18% d'embauches en plus, et chose potentiellement la plus importante pour moi, c'est aussi un taux de rétention amélioré au bout de 30 jours. Qu'est-ce que ça me dit? Tout simplement qu'aujourd'hui, l'IA conversationnelle, bien sûr, améliore la qualité du tri et des décisions, mais ça permet aussi, au-delà, on va dire, de l'efficacité, on va dire, sur un volume de candidature, de renforcer aussi la précision et l'adéquation entre le profil de la personne et le métier, tout simplement. Donc, on a vraiment ce côté efficacité, on va dire, pour faciliter les tâches du recruteur au quotidien, notamment sur de larges volumes, mais aussi des décisions et des insights qui sont plus précis et beaucoup plus quali. Christophe, tu veux ajouter un truc sur l'étude? Non, je vous mets le lien. J'avais fait un post dessus. Vous avez tous les éléments et vous avez même le lien vers l'étude. Alors, évidemment, il faut contextualiser, hein. Cette étude, elle a été menée, elle a été publiée en août, donc c'est très récent, en août 2025. Donc 70 884 candidats, mais c'était sur des postes de service client, donc on était vraiment sur une typologie particulière de métier, donc avec des compétences assez simples, hein, à analyser, hein. Donc vous pourrez regarder si ça vous intéresse sur le poste, vous avez les éléments et le lien vers cette étude. Top. J'enchaîne, et donc du coup, pour moi, sur la partie efficacité, c'est vraiment pour la science. Les résultats, c'est 3 facteurs. Je vais couper ton micro, Christophe, s'il te plaît, merci. 3 facteurs. Premièrement, la standardisation. C'est-à-dire, dans les process classiques, une personne, un recruteur, ne pose jamais exactement les mêmes questions. C'est-à-dire que même si on a les mêmes questions de base, ça peut varier dans le ton, dans l'humeur, dans l'interprétation. Et toutes ces micro-variations qui sont souvent inconscientes vont introduire des biais. Et à l'inverse, l'IA aujourd'hui permet de poser les mêmes questions dans le même ordre, avec la même intonation à tous les candidats. Donc ça élimine aussi, on va dire, une certaine variation humaine, ce qui va derrière garantir une meilleure comparabilité. Et ça, on le sait depuis une cinquantaine d'années en psychologie du travail, c'est-à-dire que structurer vraiment au maximum les entretiens va augmenter leur validité prédictive. C'est-à-dire que plus l'entretien est standardisé, plus il va être, on va dire, fiable et équitable. Et donc, l'IA va permettre de pousser tout simplement ce principe de standardisation au maximum. Deuxième point, ça va être la neutralité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on est formé, on reste influencé par des signaux qui n'ont rien à voir avec la compétence réelle, même si on ne souhaite pas. Ça peut être par exemple l'apparence, l'accent de la personne, le charisme, le statut socio-économique ou autre. Et à l'inverse, tout simplement, l'IA va analyser le contenu sémantique des réponses indépendamment de l'apparence ou du style de la personne. Et pareil, on a une étude qui a été publiée en janvier de cette année qui a montré que cette approche réduisait de 41% les biais, on va dire, dits émotionnels dans l'évaluation finale, puisque tout simplement, l'IA va se concentrer sur ce qui est dit et pas sur comment la personne peut être perçue. Vous m'entendez toujours, puisque je vois que Christophe a disparu. Ouais. Non, je suis là. Je pensais que c'est moi qui avais eu un bug. Désolé, nickel. Donc, standard, neutralité, et dernier point, objectivité. C'est-à-dire que les systèmes modernes vont plus se contenter de donner une impression globale, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment coder la réponse, comme j'ai dit tout à l'heure, selon plusieurs dimensions. Donc, la pertinence de la réponse, sa complétude, sa structure, la couverture métier, etc. Ensemble de critères qui vont être évalués de manière indépendante et séparée par l'IA. Et ce qui va être aussi important, c'est que l'IA, à travers ce texte, va être capable de capter, on va dire, des signaux qui peuvent échapper à un être humain. Donc, par exemple, la constance du raisonnement, la richesse lexicale, la capacité à structurer son argumentation, la cohérence logique d'un discours. Donc, ensemble d'éléments invisibles qui permet aujourd'hui à l'IA de réaliser une évaluation qui va être multicritère et aussi systématique. Et si on reprend les études historiques, notamment de mémoire, c'est Smith et Kendall, notamment avec les BARS, donc vous savez, Behaviorally Anchored Rating Scales, ils ont montré que simplement qu'évaluer sur la base de critères précis réduit la subjectivité et améliore la validité. Donc, encore une fois, l'IA conversationnelle va permettre de pousser ce principe scientifique au maximum. Donc,
IA qui amène, on va dire, plus de performance, plus de justesse, notamment à travers la standardisation, la neutralité et l'objectivité. Et ce qui est encore plus frappant dans cette étude sur... chose importante, avant, je ne l'ai pas précisé, je l'avais oublié. On a fait ici une étude complémentaire, nous, chez Assessor, donc pas sur 70 000 personnes, mais à peu près sur 8 000 candidats. Et ce qui est frappant, c'est que la perception des candidats rejoint exactement ce que nous disent d'autres études. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 60% des candidats estiment que les recruteurs humains sont plus biaisés que l'IA, contre seulement 14% qui pensent l'inverse. Donc 14% qui pensent que l'IA est davantage biaisée. Et ça, pour moi, c'est frappant, puisqu'en général, on pense que la machine va amplifier les biais, et on se rend compte qu'aujourd'hui, une majorité de candidats l'aperçoit déjà comme plus objective, beaucoup plus neutre et plus standardisée. Et donc j'enchaîne, mais ce qui est aussi frappant dans l'étude dont on parlait avec Christophe sur les 70 000 personnes, c'est sans doute ce chiffre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 78% des candidats dans cette étude, lorsqu'on leur laisse le choix, préfèrent passer leur entretien avec l'IA plutôt qu'avec un recruteur humain. Et ça peut surprendre, mais pour moi, ça en dit beaucoup, c'est-à-dire que puisque l'IA conversationnelle ne s'impose pas, on va dire, uniquement sur la partie efficacité des résultats, mais aussi parce qu'elle répond directement aux attentes des candidats eux-mêmes. Et si je reprends l'étude qu'on a faite chez Assessors pour venir vraiment apporter des arguments en complément de ça, ce que nous disaient les candidats, c'est qu'ils choisissent l'IA plutôt qu'un recruteur humain, puisqu'elle amène beaucoup plus d'objectivité et de précision pour 55% d'entre eux. Aussi une réduction du stress pour 36% des candidats, c'est-à-dire qu'ils nous expliquent qu'ils se sentent moins intimidés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de regard, pas de mimique qui influence, pas de peur de décevoir. Désolé, pas de peur aussi de décevoir en direct. Donc l'IA va vraiment créer un cadre qui va être plus neutre et plus sécurisant. Et dernier point qui ressortait aussi de notre étude, comme point marquant, c'est aussi que ce genre de système va apporter plus de flexibilité, notamment flexibilité horaire, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir passer l'entretien le soir, le week-end, entre deux obligations professionnelles ou personnelles. Donc l'IA va être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui va permettre vraiment de s'adapter à leur vie réelle, à leurs conditions, on va dire, personnelles et professionnelles. Je ne sais pas si on a des retours dans le chat par rapport à tout ça. Je regarde en parallèle. Non, il y a juste un commentaire là à l'instant de Nicoletta qui nous dit ce chiffre me surprend, quel est l'échantillon de l'étude? Je vous ai mis le lien plus haut vers toute l'explication concernant cette étude. Moi, ça ne me surprend pas tant que ça en réalité, parce que effectivement, ça permet au candidat et à l'entreprise de gagner du temps. Le candidat peut passer l'entretien quand il le souhaite et donc optimiser ses conditions de passation. Effectivement, on va pas se mentir, hein, c'est pas comme si les RH et les recruteurs avaient bonne presse, hein. Donc naturellement, les gens de toute façon ont une appréhension quand on leur dit d'aller voir un recruteur. Donc ça ne me surprend pas qu'ils soient plus à l'aise de se dire bah, je vais parler à une IA. Ça me paraît moi, ça me paraît plutôt logique comme chiffre. Après, la question de est-ce qu'on peut l'utiliser pour des populations plus complexes, etc., ça c'est un autre débat. Mais sur le ressenti des candidats, si on faisait une enquête candidat aujourd'hui pour leur demander leur avis sur les entreprises en matière de passation des entretiens, à mon avis, on ne serait pas dans un NPS favorable aux recruteurs, hein. Oui. Je te rejoins. Moi, je ne trouve pas ça surprenant. Ça m'aurait peut-être surpris, on va dire, il faut se couper par exemple. Désolé. Alors, attends, je lis les questions. Il y a une question, n'y a-t-il pas la crainte d'être confronté tout simplement à un humain? Oui, mais je pense que c'est ça. Parle-t-on d'un entretien de préqualification uniquement? Ça ne me surprend pas non plus après l'avoir fait une première fois. Et va-t-on, grâce à l'IA, transmettre une analyse au candidat en retour? Là-dessus, pour l'analyse au candidat, oui, pour moi, c'est essentiel et je reviendrai après. Après ça, c'est pas forcément une décision de l'IA, c'est plus, on va dire, des décisions produits.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des systèmes qui peuvent se baser sur l'IA, mais qui n'ont pas donné de feedback aux candidats. Mais par contre, on se rend compte que les systèmes qui sont plus acceptés sont ceux justement qui, après l'entretien, vont donner un feedback aux candidats. Donc oui, c'est possible. Tout le monde ne le fait pas, mais c'est vraiment un des éléments qui permet aujourd'hui de booster l'acceptabilité. Je continuais, donc moi je disais aussi, je rejoins Christophe sur le fait que je ne suis pas surpris par le résultat. J'aurais peut-être été surpris, on va dire, il y a quelques années en arrière, mais aujourd'hui, pour moi, il y a trois choses trois fondements, trois leviers qui permettent de grandement faciliter l'adhésion à ce genre de système d'IA par les candidats. Le premier, alors je les ai mal nommés pour être honnête, je me rends compte maintenant. Le premier, c'est plus, quand je parle de processus, c'est plus la partie équité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les candidats acceptent un processus quand ils vont le percevoir comme juste, transparent et appliqué de manière égale à tous. Et aujourd'hui, on l'a vu avec l'IA conversationnelle, on arrive sur quelque chose qui est perçu comme plus précis, comme plus objectif par les candidats, quelque chose qui est aussi perçu comme moins biaisé, et qui plus est, chaque candidat, comme on dit, va pouvoir recevoir un feedback qui est clair et structuré après l'évaluation. Et tout ça, ça réduit le sentiment, on va dire, d'évaluation qui peut être arbitraire et va renforcer la confiance dans le système. Et donc, quand elle est bien pensée, l'IA, pour moi, c'est la garantie d'une traçabilité et d'une équité procédurale que bon nombre d'entreprises aujourd'hui ne peuvent pas assurer de manière systématique. Et d'ailleurs, on l'a vu aussi dans l'étude qu'on a menée chez Assess First, on a à peu près 20% des répondants qui considèrent que le principal avantage en termes de marque employeur à l'utilisation de ce type d'IA, c'est justement ce côté éthique et transparence. Deuxième point, ça va être le côté interaction. C'est-à-dire que les humains réagissent aux machines comme des interlocuteurs, on va dire, sociaux, surtout quand la voix est naturelle, que l'attitude est polie et constante. Et aujourd'hui, l'IA conversationnelle a atteint un niveau de maturité qui permet d'avoir, on va dire, un cadre neutre, un cadre qui est plus safe pour les candidats. Et par exemple, pour les candidats qui sont introvertis ou anxieux, ça leur permet aussi de mieux exprimer leurs compétences. Donc, on arrive aussi dans un cadre d'interaction qui est mieux maîtrisé de par, on va dire, de par le perfectionnement des technologies qu'il y a derrière et qui n'était pas vrai il y a encore 2 ou 3 ans en arrière. Et dernier point, ça va être plutôt l'UX, donc vraiment l'ergonomie de la solution, c'est-à-dire qu'un système qui est simple, clair et rapide va être accepté. À l'inverse, si l'expérience elle est complexe, le rejet va être quasi immédiat. Et aujourd'hui, quand on a un interface qui est fluide, qui est pensé aussi mobile, avec une communication claire sur ce qui va être mesuré, comment ça va être mesuré, pourquoi ça va être mesuré, le système, notamment l'IA, va être perçu comme un outil qui est vraiment au service des candidats. Dans l'étude, pareil, qu'on a pu mener, on a 52% de mémoire des répondants qui nous disent qu'ils vont percevoir les entreprises qui utilisent l'IA conversationnelle lors de la phase de pré-screening comme plus innovantes et plus modernes. 33% qui vont nous dire que c'est des entreprises qui sont à la pointe dans l'évaluation candidat. Donc vraiment, ancrer une expérience qui est moderne, qui est sans friction, l'IA conversationnelle permet d'être plus facilement acceptée. Donc vraiment, pourquoi pour moi l'IA conversationnelle est plus acceptée aujourd'hui? C'est qu'on arrive à maximiser ces 3 points. Concernant l'équité du process, on est sur des IA qui sont de plus en plus transparentes, mais aussi auditées. Je prends notre exemple, chez Assess First, on s'est fait auditer très récemment, c'était en début d'année, par une structure qui s'appelle Holistic AI, qui a vraiment audité l'ensemble de notre système, les résultats, les algos, etc., pour détecter d'éventuels biais au regard du genre, de l'origine, du handicap. Donc, des systèmes qui sont de plus en plus audités pour démontrer justement qu'ils ne vont pas avantager ou discriminer certains groupes. Deuxièmement, au niveau de l'interaction, on est sur des choses qui sont aujourd'hui plus naturelles, plus humaines, que ce soit avec des outils, par exemple, comme Eleven Labs, comme iGen, comme Cartesia ou Digram, qui permettent vraiment de synthétiser les voix. Il y a un niveau de maturité qui grandit de façon exponentielle. Et enfin, au niveau de l'UX, pareil, on est sur des choses qui sont plus rapides, avec beaucoup moins de latence et qui vont aussi renforcer par l'expérience candidat derrière. Et pour moi, il y a 2 questions. Il y a Céline qui dit les biais culturels sont-ils pris en compte, c'est-à-dire Europe versus US, Asie, etc., dans la façon dont sont menés ces entretiens par l'IA? Complètement. Encore une fois, j'insiste vraiment aussi sur le fait que quand je parle d'IA, je ne parle pas de toutes les IA. C'est-à-dire que toute cette partie biais culturel, on peut la prendre en compte.
Et je prends encore une fois notre exemple chez AC Source. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont mises en place, même dans l'entraînement des modèles, où on va utiliser des datasets qui vont être diversifiés. On va aussi travailler avec des gens qui sont natifs, des choses comme ça. Donc tout ça, en fait, ça se pense vraiment en amont de la conception pour vraiment avoir un système qui identifie ça, le prenne en compte et s'ajuste. Par contre, il y a d'autres IA, d'autres structures qui ne vont pas prendre en compte ces éléments-ci. Donc oui, c'est possible. Est-ce que c'est pris en compte dans tous les cas et dans 100% des IA? Bien sûr que non. C'est pour ça que pour moi, le choix du système que vous mettez en place est primordial en fait. Et encore une fois, je continue sur l'exemple qu'on a eu avec cet audit holistique. Aujourd'hui, ils ont vraiment regardé justement au niveau culturel, au niveau de l'origine, s'il y avait des biais, notamment en calculant plusieurs indicateurs, notamment l'impact ratio, qui nous permet de savoir si justement il y a une présence ou non de biais dans le système lié à l'origine. Donc, ils ont regardé sur plus d'une, on va dire, c'est une dizaine de typologies d'origine pour voir s'il y avait des biais, et la conclusion, c'est que non, mais justement parce que de notre côté, on l'a pensé en amont du système et on l'a pris en compte dans le développement. Il y avait un autre point. Quelqu'un qui dit préférer se faire évaluer par une IA que par un humain, n'est-ce pas un constat d'échec de l'humain dans les RH? Mais en fait, moi, avec mon regard du monde RH, de l'IA et surtout du monde en général, non, c'est pas un constat d'échec des RH, c'est peut-être un constat d'échec mondial des comportements humains. Je le dirais plutôt comme ça, mais c'est pas spécifique au RH. Tout le monde utilise des IA aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui utilisent ChatGPT comme ami, qui lui parlent. Donc, c'est ça. Là-dessus, on peut se questionner peut-être. Mais dire que c'est un constat d'échec des RH, non. Pour moi, c'est une évolution qui suit l'évolution des us et coutumes du monde actuel. Et tous les secteurs vont dans ce sens. Que ce soit privé, perso. Je ne sais pas ce que tu en penses, Emeric, mais... Non, je suis pleinement aligné avec toi. Et pour moi, au-delà de ça, c'est aussi, on va dire, une évolution naturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, il y a plein de tâches qui peuvent être automatisées par l'IA, qui ne sont pas, on va dire, un constat d'échec, mais qui replacent tout simplement l'être humain sur des choses qui sont beaucoup plus naturelles pour nous, en fait. C'est-à-dire que je prends par exemple le tri de CV. Aujourd'hui, pour moi, trier des CV à longueur de journée, 10 000 CV, est-ce que c'est vraiment une tâche où on se dit, ouais, en fait, on est né pour ça, tu vois? Donc pour moi, il y a ce que tu dis, mais il y a aussi le fait que l'IA nous permet de recentrer sur des choses qui, en tant qu'être humain, sont beaucoup plus pertinentes pour notre propre épanouissement, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a Christine qui dit, je trouve ça triste. Bah oui, évidemment que c'est triste. Évidemment que c'est triste d'aller chercher une IA comme ami. Mais, et encore, on est en Europe, hein. Allez voir au Japon comment ils utilisent l'IA. Vous serez très, très, très surpris. Même dans leur rapport amoureux, ils l'utilisent. Donc, voilà, c'est comme ça. Il y avait d'autres questions. Bon, il y a Cathy qui dit c'est aussi une façon de ne pas stresser devant une personne qui pourrait faire peur. Bah, évidemment. Je pense que c'est le premier axe quand on est candidat de se dire ah là là, je vais passer un entretien, sur qui je vais tomber. Là, ça élimine totalement ça. Je vais passer rapidement les dernières slides, mais j'espère que ça va pas vous rappeler la petite question sur le constat d'échec. Mais pareil, sur l'étude qu'on a pu mener là, sur les 8000 personnes, aujourd'hui, pourquoi les candidats se tournent aussi vers l'IA conversationnelle? C'est qu'ils ne retrouvent pas cet aspect de justice procédurale dans les process de recrutement actuels. C'est-à-dire qu'on a 88% des gens qui expliquent tout simplement qu'ils ne savent pas en fait comment leurs compétences sont évaluées par les recruteurs, quels critères sont pris en compte. Donc pour moi, c'est aussi pour ça que les candidats se tournent vers l'IA, mais juste en ayant cette information, pour moi, ça amène aussi potentiellement des ajustements dans ce que vous mettez en place côté candidat, puisque vous voyez tout simplement, si vous amenez plus d'informations justement au candidat sur comment vous allez l'évaluer, ce que vous allez prendre en compte, etc.,
bah, automatiquement, ça va booster, on va dire, la confiance du candidat dans ce qui est mis en place, le côté justice procédurale, et bah, il va aussi davantage apprécier l'entretien qui est mené par un humain. Donc pour moi, les candidats se tournent vers l'IA pour ça, mais ça appelle aussi potentiellement certains ajustements dans certaines pratiques RH pour bah, tout simplement les améliorer sur base de ces constats. Top. Est-ce qu'on a d'autres remarques? Ouais, alors, Dominique dit c'est important effectivement d'expliquer aux candidats comment ça fonctionne. Oui, mais encore une fois, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne le font pas. Tu vois, quand tu as des candidats qui prennent aussi sur LinkedIn en disant j'ai pas reçu après l'entretien ou des choses comme ça, j'ai été ghosté, bah, donner de l'information sur concrètement, ok, j'ai vu votre profil, j'ai évalué telle compétence, je l'ai évalué comme ça, j'ai pris tel critère en compte, etc. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup d'entreprises qui prennent le temps d'aller dans ce niveau de détail qui est pourtant nécessaire pour rassurer le candidat sur ce côté équité de l'évaluation. Et j'aime bien la question de Christelle, une IA entraînée par un humain qui a des biais ne serait-elle pas biaisée aussi? Moi, j'ai une question à poser aussi. Un entretien structuré créé par des humains et, et qui est ensuite utilisé par d'autres humains pour passer les entretiens. Est-ce qu'on n'a pas deux systèmes possiblement biaisés? En fait, tout peut être biaisé, effectivement. La question, c'est de bien comprendre comment l'IA a été alimentée, créée, à quoi elle sert, d'être capable de l'expliquer, de la comprendre en fonction des besoins pour lesquels on l'utilise. Et après, là-dessus, pour moi, c'est aussi important, mais la vraie question, pour moi, c'est pas est-ce que l'IA, on va dire, est parfaite, exemple de biais. Pour moi, une meilleure question, c'est vraiment est-ce que l'IA permet aujourd'hui de faire mieux que le statu quo humain? Est-ce que ça nous permet un gain, on va dire, en termes de précision, en termes d'expérience candidat, etc. Et aujourd'hui, on a toutes les preuves qui démontrent, et pour rebondir sur le sondage de départ, que quand l'IA est utilisée à bon escient, avec justement cette collaboration avec l'humain, ben, on arrive sur des résultats qui sont assez exceptionnels en fait. Alors, pour ceux qui n'ont jamais utilisé ce type d'IA, un petit sondage et après on vous laisse. Est-ce que vous souhaitez découvrir la solution d'Assess First Voice d'entretien augmenté par IA, ce qui vous permettra en fait de recevoir un lien pour le tester vous-même et pourquoi pas de faire un retour ensuite à Emeric sur ce que vous en avez pensé. C'est toujours intéressant. Complètement. Là, pour ceux que ça intéresse, je vous enverrai un lien qui vous permettra encore une fois de tester ce système, d'être évalué sur du coup d'évaluation linguistique et d'avoir accès à un feedback immédiat pour vos résultats. Super. Je vous laisse répondre là si vous voulez en savoir plus. Et tu veux peut-être conclure, Émeric? Un petit mot pour la fin, avant d'aller déjeuner? Petit mot pour la fin. Alors, petit mot, mais chose importante pour moi. Et si encore une fois, je reprends des recommandations, c'est qu'il y a aussi pour moi fait d'exposition qui joue beaucoup. C'est pas pour avoir plus de oui dans la petite question, mais on se rend compte dans toutes les études que si on regarde vraiment spécifiquement sur les échantillons de personnes qui ont testé ce genre de système, on se rend compte que la perception est encore plus positive. Donc oui, pour moi, avant de se faire une opinion, on va dire petit message de la fin, l'objectif c'est de tester pour vraiment comprendre comment le système fonctionne, à quoi ça ressemble, et vous faire, on va dire, une opinion qui a quand même une forte chance d'être assez positive, ou en tout cas plus positive que si vous n'aviez pas testé le système. Super. Eh ben, merci beaucoup. Je vous souhaite, merci Émeric, toujours au top sur les webinaires que je fais avec toi. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi. Et le webinaire sera proposé en replay sur MyRHline dès demain matin. Merci à tous, bonne journée. Merci, au revoir.